Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 75, Empathie versus bienveillance, le combat du siècle. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. On me faisait remarquer que dans mes directs, j'ai tendance à cracher sur le concept de bienveillance. Alors oui, je plaide coupable. Ce mot me donne de l'urticaire. Je manque clairement de lâcher prise quant à son utilisation et sa seule apparition dans un discours hisse des drapeaux rouges, des red flags, qui dans mon esprit s'agitent comme des écolos manifestant simultanément contre le pétrole et pour le travail des enfants dans les mines du Congo. Pire encore, j'avoue que dès lors que ce mot est prononcé, j'ai la fâcheuse tendance à décrédibiliser le discours de l'autre. Voilà, vous êtes prévenus. Je me rends compte de ça, mais aussi que je ne vous ai jamais vraiment expliqué la raison de ce comportement. Je me rends compte aussi que je vous ai à plusieurs reprises parlé de l'empathie et que je vous l'ai présenté comme une qualité, soit comme un super truc. Alors, l'esprit ouvert pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas en être de même pour la bienveillance ? Pourquoi la bienveillance ne pourrait-elle pas être une qualité ? Je vais vomir et je reviens. Je me rends aussi compte que mon discours, pris en cours de route ou en cours de podcast, peut créer ou entretenir un certain flou. Et il faut savoir que je déteste le flou, encore plus que la bienveillance. C'est pas peu dire. Le flou, le brumeux, c'est la base instable, obscure, inconstante, boueuse, fangeuse, sur laquelle aucun édifice ne peut être construit. Aucun. Je me dois donc de clarifier la vision de quelques mots et de remettre certains concepts dans le cadre du taoïsme. Et surtout dans le cadre du travail sur soi. Car au fond, il n'y a qu'une seule chose qui compte, devenir chaque jour un tantinet meilleur. Empathie versus bienveillance. Round 1, fight! Il y a plusieurs problèmes avec les mots. Ils ne sont qu'une étiquette sur un ou plusieurs concepts. Et par essence même, ils sont assez réducteurs. Ces concepts n'étant pas toujours expliqués de manière très claire, sans flou, sans ambiguïté, les mots sont utilisés de manière approximative, voire carrément avec des contresens. Et tout ça sans compter le glissement de sens que les mots peuvent avoir, et ce parfois en un temps très court. Nous pouvons ajouter à cette accumulation de failles la mauvaise mise en application des dits concepts. Ça nous fait 4 problèmes qui forment un millefeuille nous éloignant d'un naturel sain, d'un Tseran. Et on reviendra sur le Tseran. Un exemple parmi ces 4 failles, vous entendez sans cesse le mot sensibilisation, et ce dans un sens a priori très positif, celui d'augmenter la réceptivité et l'attention des individus envers une thématique, généralement jugée bonne. Sensibiliser les personnes au tri des déchets par exemple. Alors que à l'origine, il s'agit de la réaction biologique à une agression, soit une allergie, une intolérance. Être sensibilisé aux piqûres d'abeilles signifiait, avant que les journalistes ne s'emparent de ce mot, développer une réaction allergique à leur venin. Moyen. Ce mot, dans son nouveau sens positif, a vu son apparition brusquement augmenter dans le langage journalistique depuis 1968. Et la courbe de la fréquence, sans cesse croissante de son utilisation dans le journal Le Monde, est très intéressante. On voit que ce mot devient un élément de langage. Je vous encourage à aller voir le graphique. Le lien est dans la description et on reparlera des éléments de langage un peu plus tard. Bon, revenons à nos moutons. On a des mots sur des concepts pas très clairs que l'on utilise mal et qui vont acquérir un nouveau sens découlant de leur mauvaise utilisation. Comment pourrait-on ne pas se comprendre ? Oui, double négation, effet de style. Ce que je vous propose, c'est donc de revenir à la base et aux concepts qui sont à l'origine des mots, et ensuite de voir leur utilisation concrète. Avec un peu de chance, le flou sera levé. Je vais commencer par l'empathie. C'est un mot qui vient du grec et qui signifie être capable de comprendre ce que ressent l'autre. On retrouve la fin du mot, pathie, dans sympathie, soit quand on a une disposition favorable envers l'autre. On se sent bien avec lui. On retrouve cette racine de pathie dans le mot antipathie, soit quand l'autre nous irrite par défaut. L'empathie, c'est comprendre ce que ressent l'autre. Alors, je vais le redire encore une fois. L'empathie, ce n'est ni
pleurer quand les autres pleurent, ni être d'accord avec eux, ni avoir pitié d'eux. C'est simplement les comprendre au plus profond de soi. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont empathiques parce qu'ils pleurent quand leurs amis sont tristes. Tout à fait. Mais leurs pleurs sont essentiellement dus à une mauvaise gestion émotionnelle. Comprendre ce que l'autre ressent ne signifie en rien provoquer en toi ce que l'autre ressent. Si tu te casses le bras, je peux comprendre ce que tu ressens, comprendre ta douleur, comprendre que tu sois irritable et que tu n'apprécies pas mes piètres tentatives d'humour. Je vais comprendre tout ça, mais vais-je pour autant avoir mal au bras ? Non, ça serait ridicule. Je te l'accorde, hein. Somatiser en soi les problèmes des autres est ridicule. C'est pourtant ce qu'on va faire en pleurant devant les actualités, ou en étant triste quand ta meilleure amie se fait larguer. Somatiser, ce n'est pas être empathique, c'est juste imiter l'autre. Il rit, je ris. Il pleure, je pleure. Il bâille, je bâille. On est juste sur une imitation qui a pour but de créer un lien social. C'est assez petit quand on y pense, comme une certaine hypocrisie codée en nous pour souder les gens. L'empathie, ce n'est pas somatiser. De même, l'empathie, ce n'est pas donner raison. On peut comprendre qu'une mère épuisée par une longue privation de sommeil, écrasée par le poids de ses responsabilités et des gestes malheureux envers son bébé. On peut la comprendre sans somatiser, et donc sans qu'une irrésistible envie de mettre son enfant dans le congélateur ne fasse jour dans notre esprit. Heureusement d'ailleurs. Comprendre, ce n'est pas être d'accord. Notre vision claire de la personne n'entraîne absolument pas que l'on soit d'accord avec sa solution. On peut la comprendre sans pour autant soutenir ses choix et ses actions. Je peux comprendre cette mère épuisée et pour autant lui donner tort et condamner sa solution. Heureusement, il y a Findus. De la même manière, je peux parfaitement comprendre les Américains qui ont voté Trump ou Kamala Harris sans être d'accord du tout avec eux. J'ai remarqué que cette capacité pose très souvent un souci. Si au cours d'une discussion, on explique ce que l'on ressent vis-à-vis de la position qu'a pris un autre humain, que l'on explicite les raisons, que l'on montre une empathie, le réflexe fréquent de notre interlocuteur va être de croire que l'on veut défendre cette position. Non, on la comprend, on ne la défend pas. Aucun rapport entre les deux. Mais pour voir qu'il n'y a aucun rapport, il faut avoir vécu ce genre de situation. Donc, avoir de l'empathie. Encore une fois, pour enfoncer le clou, je comprends parfaitement pourquoi certaines personnes vont vers la croyance que la Terre est plate ou vers d'autres idéologies plus dangereuses. Je le comprends, je peux l'expliquer en me mettant à leur place, donc en parler avec une certaine ferveur. Et pourtant, je suis en profond désaccord avec eux. Pour en finir avec les méconceptions sur l'empathie, ce n'est pas dire « Ah, ma pauvre petite chérie, tu dois souffrir ». Ce n'est pas avoir pitié. Je n'ai aucune pitié pour ceux qui, arguant d'une enfance difficile, vont en faire baver à leurs compagnes ou à leurs enfants. Je les comprends. Je sens au fond de moi le processus qui les a amenés là où ils sont. Mais je ne les plains pas. Leurs comportements, leurs actes sont leur responsabilité, pas celle de leurs parents, ni celle de leur famille ou de leur entourage. C'est leur faute. Je condamne leurs actes qui sont leur responsabilité. Je n'ai aucune pitié pour eux. Mais en même temps, je les comprends profondément. L'empathie, c'est vraiment quelque chose de très dérangeant intellectuellement. Vous allez sentir que l'autre, c'est vous. Que vous, à sa place, vous auriez peut-être fait pareil ou pire. Vous allez sentir que vous ne valez dans l'absolu ni plus ni moins que l'autre. Ce qui diffère, ce sont les choix que vous avez pris, les efforts que vous avez fournis, le travail que vous êtes obstiné à effectuer sur vous. Mais au fond, tout le monde est pareil. Ça, c'est dérangeant. On est construit de la même manière que celui qui bat sa femme, que celle qui secoue son bébé trop fort, que celui qui profite de la faiblesse des autres. On est construit de la même manière que tous les névrosés de la Terre. Et oui, ça fait du monde, hein. Et quand je dis on, vous comprenez, j'espère, que je me mets dans le lot. Parfois, la différence est très faible. Et c'est la peur de finir en prison, la peur du regard des autres, la peur de ne pas aller au paradis, la peur de se retrouver au chômage, qui va nous empêcher d'être une ordure. L'empathie vous montre tout ça. Et c'est parfois chaud pour l'image de soi. Si vous pensez avoir atteint un certain degré d'éveil spirituel, pensez à tout ça. Regardez ce qu'il en est pour vous. Regardez si vous vous sentez supérieur aux autres. C'est intéressant. L'empathie est une qualité, ce qui signifie qu'elle est toujours active, toujours présente. L'empathie, ce n'est pas un ensemble de techniques que l'on met en œuvre, ce n'est pas un lot d'actions à prendre, c'est une qualité, donc une capacité tout le temps présente, comme de savoir flotter à la surface de la mer. Tu l'as ou tu l'as pas. Ce n'est pas non plus un habit que l'on enfile avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Ce n'est pas comme ses opposants à Trump qui d'un côté sont contre les attaques sur l'apparence physique, le body shaming en anglais, mais qui ne se gênent pas pour se moquer du sien. Penser que ces personnes ont de l'empathie serait comme de penser que l'on puisse flotter dans la Méditerranée, mais pas dans l'Atlantique.
L'empathie n'est pas plus sélective que la capacité à flotter. Ok, ça c'était l'empathie. Mais la bienveillance, c'est pas un peu pareil? La bienveillance est à l'origine la disposition favorable envers un autre qui est généralement considéré comme un inférieur. Il a dans ses synonymes la bonté, mais aussi l'indulgence et même la complaisance. Il y a plusieurs choses qui me dérangent si on s'en tient qu'à ça. Premièrement, la disposition favorable. Si je suis bienveillant envers tous, je dois donc avoir une disposition favorable envers le vegan qui me traite de viandard, envers celui qui pense que je dois payer des droits de réparation pour ce que mes ancêtres n'ont pas commis, soit l'esclavage, et ce simplement parce que la couleur de ma peau est un peu trop pâle. Si je suis bienveillant envers tous, je dois avoir une disposition favorable envers celui qui bat sa femme, envers ceux qui utilisent l'argent public pour leur profit personnel, envers les escrocs, les violeurs, les trafiquants. Tu mélanges des exemples qui sont très extrêmes là. Oui, c'est volontaire. Si c'est une qualité, elle doit s'appliquer à tout, et donc ici à tous. Donc, à terme, on devrait être aussi bienveillant envers Jojo le dépeceur des Yvelines qu'envers Mère Teresa. Mais il y a aussi une question de niveau, comme pour le lâcher-prise. Tu peux ne pas avoir le niveau pour, accepter la mort de ton enfant, par exemple. Tout à fait. Mais est-ce qu'il serait sain d'avoir ce niveau, d'accepter la réalité d'une disparition, d'accepter ce qui n'existe plus? Oui. C'est un petit oui, ça. Tu penses que si quelqu'un disparaît, on doit continuer à le pleurer toute sa vie? Ah ben non. Donc, tu penses qu'il est sain de lâcher prise, même si tu n'en as pas encore la possibilité. C'est parce que ce lâcher prise est une qualité. Ça s'applique à tout. Il y a deux choses différentes. 1. Sentir ou penser que l'on devrait être capable de faire quelque chose. Ici, lâcher prise. 2. En être capable. Ne pas en être capable ne remet pas en question ce que l'on estime que l'on doit être capable de faire. Et ce, quel que soit l'environnement, le sujet, l'objet sur lequel on applique la qualité. Si la bienveillance était une qualité, elle devrait s'appliquer à tout. Je devrais avoir la volonté de travailler activement sur moi pour avoir des dispositions favorables envers tout un chacun, peu importe qu'il sauve des chats ou qu'il les torture. Ça me dérange. Moi aussi, sauf que j'utilise des mots plus forts, car j'aime bien faire réagir et provoquer une réflexion. C'est pourquoi je dis que le concept même de bienveillance me fait vomir. Car oui, dans les faits, je ne vomis pas à chaque fois. Le concept de base de la bienveillance me hérisse, car il n'est pas sain, tant pour l'individu que pour la société, de traiter une personne dangereuse physiquement, par exemple, avec de la bonté. Ce ne serait que l'encourager à poursuivre dans cette voie. L'esprit humain est construit de telle manière qu'il va chercher à repousser les limites en permanence. On voit ça avec les enfants. C'est un comportement très sain qui permet justement le développement du petit humain. C'est un mécanisme qui, en revanche, va poser certains problèmes chez quelqu'un de tordu, de manipulateur, de violent, d'abusif, qui va pousser les limites le plus loin possible. Pour prendre un exemple beaucoup plus léger, je ne trouve pas sain pour l'individu ou pour le groupe de traiter avec bonté quelqu'un qui fume. Il s'intoxique et intoxique les autres autour de lui. La bonté, la complaisance, la bienveillance ne vont pas vraiment l'aider à sortir de son addiction, ni à se rendre compte de la conséquence de son égoïsme sur la santé des autres. La bienveillance ne résout pas le problème, alors que l'empathie va nous donner des pistes. On va déjà comprendre pourquoi il ou elle fume, on va aussi comprendre pourquoi il est difficile pour lui ou elle d'arrêter. Mais ce n'est pas tout, car ensuite, si on en a l'occasion, on pourra lui dire franchement à quel point c'est néfaste pour son bébé de 3 mois qui, sur son siège auto à l'arrière, se fabrique des bons poumons parfum bitume. Ton sur ton avec la route, quoi. L'empathie n'imposant pas à notre esprit d'être mou, mielleux, bon, pas dérangeant, sans vague, nous disposons de toute notre capacité à agir. Nous gardons notre capacité à juger, à discerner ce qui est correct de ce qui est pathologique et éventuellement taper du poing sur la table et dire stop ou à minima, ce n'est pas acceptable. Tu peux fumer et t'intoxiquer, toi et tes proches, chez toi. Mais chez moi, c'est niette, même sur le balcon. Mais parfois, on ne sait pas quoi dire ou faire. Oui, et encore une fois, ça n'a pas de rapport. L'empathie va laisser ton esprit libre d'agir avec ses capacités. Si tu n'en as aucune, tu pourras rien faire, c'est évident. Se plaindre parce qu'on ne sait pas quoi faire, se plaindre parce qu'on ne sait pas quoi lui dire, serait d'être contre les RTT parce qu'on ne sait pas quoi faire de son temps libre. Que vaut-il mieux? Ne pas avoir de temps libre ou avoir un peu de temps libre et ne pas savoir qu'en faire? L'empathie ne te prive pas de tes moyens d'action, si tu en as. Elle ouvre le champ de tes possibilités au lieu de le restreindre. Exactement comme les RTT ouvrent le champ des possibles, même si tu n'as pas encore de hobby. Il y a quelque chose de beaucoup plus dérangeant que la bienveillance, qui découle du préfixe « bien ». Et c'est le glissement que l'on voit en ce moment. On veut faire le bien. On veut le bien de l'autre. On veut le traiter bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui décide de ce qui est bien ou de ce qui ne l'est pas? On juge d'après nos valeurs, non?
On juge d'après nos préjugés, ceux de notre culture, de notre religion, de notre histoire familiale, de notre enfance. On juge rarement à l'aune de vérités universelles. Le port du voile, l'excision des femmes sont des coutumes vues comme bonnes dans certains milieux ou certaines cultures. Si nos pseudo-valeurs étaient basées sur des vérités universelles, pléonasme, il n'y aurait pas besoin de loi, car chaque juge dans son tribunal saurait exactement quel jugement rendre, et ce, quel que soit le cas. Le fait que les lois pénales changent d'un pays à l'autre, ainsi que la nécessité même de leur existence, montre que l'on ne sait pas juger autrement que d'après un ensemble arbitraire. Une loi, une règle est un préjugé. C'est une construction arbitraire sur laquelle le groupe social s'est plus ou moins mis d'accord. C'est l'histoire de la politesse. On s'est mis d'accord pour se souhaiter une bonne journée et pour se serrer la main ou se faire la bise. C'était mal vu au travail de ne pas se plier à ces règles. Arrive le Covid et brusquement, c'est se serrer la main ou se faire la bise qui est mal vu. Et on se fait des bisous du coude. Oui, enfin là, c'était pour éviter la contagion. Parce qu'avant, il n'y avait pas la grippe. Parce qu'en pleine saison de la grippe, les gens restaient à distance et ne se faisaient pas la bise pour éviter la contagion. Comment regardait-on quelqu'un qui portait un masque en France avant 2019 ? Comme un excentrique. Exactement. Donc non, ce n'est pas une question de jugeote, mais uniquement de règles arbitraires que l'on décide ou pas d'appliquer. C'est bien vu de les appliquer, c'est bien vu de pousser les autres à les appliquer. Sous le prétexte d'être poli, on va vouvoyer quelqu'un parce que dans notre esprit, le tutoiement est impoli. Mais pour autant, je peux à la fois vouvoyer et volontairement lui faire du mal, le mettre plus bas que terre, avec le choix des mots, avec le ton utilisé. Monsieur Dupont, avec tout le respect que j'ai pour vous, quelle audace avez-vous eu de postuler à ce poste? Vous avez une idée vraiment très exagérée de vos capacités. Il y a peut-être là un rapport avec vos faibles capacités cognitives. Vous devriez déjà être plus que satisfait d'avoir un travail dans notre entreprise. À votre place, je me tiendrai justement à ma place. Il n'y a pas de lien entre le vouvoiement et la politesse. Donc c'est quoi le bien? Dans le monde, lorsque tous les hommes ont su apprécier la beauté, alors la laideur est apparue. Lorsque tous les hommes ont su apprécier le bien, alors le mal apparut. Dao De Jing, chapitre 2. Avec l'empathie, on n'a pas ce problème. On est à la place de l'autre. Donc, on va naturellement essayer de le traiter comme on se traite soi, ou comme on sent que l'on aurait besoin d'être traité. Et s'il faut, c'est avec un coup de pied aux fesses. Je dis pas que c'est parfait. Je peux ainsi mal me traiter, et donc maltraiter les autres par la même occasion. Par exemple, je pourrais être extrêmement critique et exigeant envers moi, et aimer qu'on le soit aussi envers moi. Et donc vouloir appliquer le même schéma aux autres en pensant que, puisqu'on est pareil, ça marchera. Ouais, donc avec l'empathie, on peut quand même faire n'importe quoi. Vraiment, il y avait un piège dans mon exemple. L'as-tu détecté? Et vous, chers abonnés du podcast, l'avez-vous détecté? Si je veux appliquer mon schéma aux autres, comme ça, brut de décoffrage, n'est-ce pas que je n'ai pas compris qui était l'autre? N'est-ce pas donc que je manque un petit peu d'empathie? Eh oui, avec l'empathie, on va savoir au fond de nous-mêmes que les solutions qui marchent pour nous ne sont pas nécessairement celles que l'on doit appliquer aux autres. L'empathie est un vrai garde-fou, même s'il est imparfait, puisque nous sommes imparfaits. L'autre problème de vouloir bien traiter l'autre vient du fait que l'on se considère de fait dans le camp du bien. On va vouloir imposer le bien aux autres. Les autres, c'est nécessairement le camp du mal. On estime qu'une certaine manière de faire ou d'être est le bien avec un B majuscule. La suite logique est donc de chercher à l'imposer. Désolé, mais là c'est la dictature de la pensée avec sa surenchère permanente. L'obéissance n'est acceptable que si la désobéissance reste toujours une option possible. Sinon, c'est de la soumission. Tu as parfaitement le droit de penser que la Terre est plate, mais tu n'as aucun droit de m'imposer cette croyance. On peut en revanche en discuter avec plaisir. On peut remplacer la Terre plate par le vouvoiement, l'écriture inclusive, la discrimination positive, l'ultracapitalisme, le communisme, la religion, ton pronom et bien sûr la bienveillance. On voit ça avec le langage, le politiquement correct. Mouvement bienveillant dont l'inspiration première semble être le roman 1984 de George Orwell. Et il applique cette dictature à la règle. Aux USA, un comique identifié comme noir a le droit d'utiliser le mot nigger, tandis qu'un comique identifié différemment n'en a pas le droit. Certains mots sont désormais interdits dans la sphère publique car étiquetés malveillants. Seuls les censeurs et autres petits dictateurs de la pensée étant bien entendu autorisés à déterminer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. En restreignant le langage, on diminue la capacité à réfléchir. En simplifiant le langage, on réduit le spectre de la pensée humaine. C'est le système des éléments de langage que l'on va systématiquement répéter et qui vont faire leur chemin. Les organes de presse, les politiques, les influenceurs répètent sans cesse des locutions comme les démocraties occidentales, l'Amérique, le gendarme du monde, les fans toxiques. Pour que dans notre esprit,
la liaison se fasse entre les mots composant ces locutions. De là à imaginer qu'il ne peut y avoir d'autres gendarmes que les USA, ou que l'Amérique se limite aux USA, ou que si un fan critique la nouvelle série Disney, il est nécessairement toxique, il n'y a qu'un pas de bébé à franchir pour notre esprit. Méfiez-vous de ceux qui veulent contrôler votre langage pour votre bien. Ils veulent contrôler votre esprit. Je vous encourage à regarder les spectacles de Franck Lepage, qui, en bon marxiste, ce que je ne suis pas, connaît bien les systèmes de manipulation par le langage et la langue de bois. Pour les curieux, un lien est dans la description. Il y a un dernier point pour finir de clouer le cercueil de la bienveillance. Être bienveillant, c'est faire quelque chose. C'est traiter l'autre d'une certaine manière. Cette action est une technique. Vous voyez, ne pas ouvrir la porte, ou au contraire, ouvrir la porte à une femme, par exemple, faire la bise ou ne pas la faire. C'est donc s'éloigner du naturel. Les techniques que l'on met en place, les actions que l'on s'efforce de prendre, sont artificielles. Elles s'éloignent donc du tsuran, de l'expression du naturel. On force pour obtenir un résultat. Ça rejoint ce qui se passe quand on fait un negong. Comment sont vos mouvements quand ils sont forcés, que vous essayez de faire un truc? Un peu raide, assez moche si on se filme. La raideur est une expression de l'absence de naturel. C'est le symptôme d'un comportement qui n'est pas correct. Quand l'homme vient au monde, il est souple et faible. Quand il meurt, il est raide et fort. Dao De Jing, chapitre 76. Que ce comportement ne soit pas correct, c'est pas grave. Il faut juste en prendre conscience et simplement chercher à le corriger petit à petit, en enlevant tout ce qui est contraint, forcé, coincé, brutal, violent. C'est un work in progress, comme on dit. En revanche, il faut aller vers l'action sans effort, vers ce que les taoïstes appellent la non-action, et que l'on pourrait appeler le geste juste, ou la parole juste. On est pile poil dans ce qu'il faut faire, au moment où il faut le faire, et vu d'extérieur, il y a une espèce d'harmonie dans la scène. Rien ne choque, tout est à sa place. Si on regarde la bienveillance dans son ensemble, on a la volonté de traiter l'autre bien, sans nécessairement savoir qui on est et sans savoir qui est l'autre. On veut valider ce qu'il fait avec complaisance, en sachant que ce qu'on fait nous, c'est le bien, le vrai, mais en se permettant de juger que l'autre agit mal. Tout ça sans considérer que notre notion de bien ou de mal se base sur un assemblage de préjugés plus ou moins arbitraires. Comment ne pas vomir devant une telle posture ? Voilà pourquoi j'ai beaucoup de mal avec la bien-pensance, avec la dictature du bien et avec le wokisme qui en est leur enfant incestueux. Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas chercher à imposer notre vision du monde aux autres. On a le droit de l'exposer et c'est exactement ce que je fais dans ce podcast. Ce serait quand même très hypocrite de reprocher aux autres ce que je me permets de faire. Exposer, écouter, échanger, oui. Imposer, forcer, non. Mieux que ça. Je trouve très sain d'être exposé à des vues différentes. Ça pousse à réfléchir et donc à remettre en question ce que l'on croit vrai. Dit autrement, ça développe l'ouverture d'esprit. En tant qu'auditeur assidu de ce podcast, vous avez reconnu dans ce terme l'une des 8 qualités taoïstes. L'une des 8 qualités que l'on estime devoir faire partie du bagage de tout humain un peu digne. L'ouverture d'esprit vient se ranger aux côtés de l'empathie, de la clarté, de la non-action, pour ne citer que celles que j'ai évoquées dans cet épisode. En parlant d'épisode, j'espère que celui-ci et ses bruitages vous ont plu. Moi, je me suis bien amusé et c'est presque l'essentiel. On doit faire des choses sérieuses, mais c'est pas pour autant qu'on doit se prendre au sérieux. Ceci dit, si vous désirez travailler profondément sur vous, sans complaisance, sans bienveillance, mais avec beaucoup de sincérité et d'empathie, je ne peux que vous encourager à vous inscrire gratuitement sur thedaoproject.org. Vous y retrouverez des mini-leçons et une dizaine d'autres cadeaux très concrets. Ce site est aussi le seul moyen d'accéder à tous les directs que j'organise où on papote autour du taoïsme et en vidéo. C'est aussi le seul moyen d'accéder à tous les replays et il y en a des dizaines. Si vous voulez discuter ou poser votre question, vous pouvez aussi me rejoindre dans le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Le lien, comme tous les autres, est dans la description. Et je vous y attends avec toute ma bienveillance. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique. Et rappelez-vous que vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien, mais que vous ne pouvez juste pas m'y faire adhérer s'il ne me plaît pas.